Donc, mon nom est Laurent Corbeil, responsable de programme au Fonds de recherche du Québec Société et Culture. On se rencontre aujourd'hui pour parler de l'appel à projets transnationaux sur la transition urbaine, Driving Urban Transitions, qui est donc un appel de l'Union européenne. Le Driving Urban Transitions, en fait, est un consortium d'organismes subventionnaires européens cofinancés par l'Union européenne et le Québec, le Fonds de recherche du Québec, Nature et technologie et Société Culture se sont joints à l'appel en tant que partenaires pour le temps de cet appel 2023. Donc, comme je le disais, c'est un appel européen. Donc, la plupart des pays qui participent sont en Europe. Vous voyez ici la liste. En tout, il y a 27 pays. Et il y a aussi la Corée du Sud qui participe, donc qui est à l'autre bout de la carte complètement. En Amérique du Nord, il y a seulement le Québec qui participe. Mais ça vous donne un bon choix quand même de collègues à travers l'Europe avec qui vous pouvez collaborer pour un projet dans le cadre de ce programme. Il y a trois grands secteurs dans cet appel. En fait, ils sont tous regroupés sous l'appellation des chemins de transition. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est découvrir des moyens d'aider les villes, les zones urbaines à transitionner vers les changements climatiques, à s'adapter aux changements climatiques de diverses manières. Il y a trois grands secteurs. Il y a la ville en 15 minutes qui regroupe trois thèmes. Donc, vous les voyez ici, politique et données intégrées pour réduire la dépendance à l'automobile, politique de mobilité et de planification pour des développements de proximité, et finalement, donner les moyens aux gens pour une transition à mobilité urbaine. Ensuite, il y a le secteur des quartiers à énergie positive, donc un thème sur la résilience énergétique et la pauvreté énergétique, un thème sur la régénération et la rénovation urbaine et finalement un autre sur favoriser des systèmes pour la transition énergétique locale, donc comment faire des investissements collaboratifs et durables. Et finalement, il y a un secteur sur l'économie circulaire, plus spécifiquement en milieu urbain, donc avec un thème sur l'environnement construit comme étant une ressource en soi. Un deuxième thème sur les connaissances et l'optimisation de la circulation des ressources dans les régions urbaines et rurales. Et finalement, un thème sur la planification et la conception des régions urbaines de pair avec la nature. Donc, un urbanisme de régénération. Vous allez voir, pour l'appel, vous pouvez choisir un thème prioritaire, mais vous pouvez aussi choisir des thèmes secondaires parmi ces 9 thèmes-là. Donc, si vous avez un projet de recherche qui recoupe plusieurs thèmes, vous n'êtes pas certain exactement dans quel thème il va, vous pouvez les mettre en ordre de priorité. Et donc, quand vous allez faire la demande sur le site du DUT, il y a une possibilité donc de choisir plusieurs thèmes en ordre de priorité. Si vous voulez une description plus complète de chacun des thèmes, une description complète est disponible en anglais uniquement sur le site de l'appel DUT. Donc, si vous voulez vraiment des détails sur chacun des thèmes. Ensuite, la structure de l'appel. Alors, il y a deux parties, je vous dirais. Il y a une partie transnationale dans laquelle, en fait, la partie transnationale regroupe une équipe de recherche internationale complète. Alors, pour cette partie-là, on fait affaire directement avec le consortium DUT. Il y a une étape de pré-demande, une étape de demande complète. Dans les deux cas, il y a une étape, une vérification de l'admissibilité et il y a une évaluation des dossiers. Donc, les pré-demandes sont évaluées par un comité d'expertise et seulement les pré-demandes qui sont jugées suffisamment bonnes, excellentes ou très bonnes, vont être invitées à soumettre une demande complète
Ça va être autour de février, donc que les candidats, les personnes candidates vont être appelées à déposer une demande complète et la demande complète va être due pour la fin avril. Il y a aussi une partie nationale ou régionale, dépendamment des pays, dépendamment des organismes subventionnaires. Dans tous les cas, l'organisme subventionnaire national ou régional, comme dans notre cas, le FRQSC et le FRQNT, vont faire une admissibilité des dossiers au regard de nos critères nationaux. On va y venir un peu plus tard, là, quels sont les critères exacts pour nous. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que certains organismes subventionnaires qui requièrent la soumission d'une candidature au niveau national ou régional, c'est notre cas. On demande à tous les chercheurs de remplir une pré-demande dans notre système FRQNet. Pour alléger le processus, ce formulaire-là va être allégé. Ce n'est pas un formulaire qui est le même que pour des demandes de subvention habituelles. On demande surtout la composition de l'équipe. On va demander le titre et un résumé du projet avec certains mots-clés. Mais donc, c'est un formulaire là, qui est assez simple. Donc, l'objectif ici est de faciliter l'admissibilité des dossiers, s'assurer que tous les chercheurs répondent aux critères et aussi là, pour garner là, en banque qui participent à l'appel. C'est important aussi de savoir ça parce que quand vous allez participer avec des collègues à l'étranger, il faut vous coordonner avec eux, s'assurer qu'eux aussi font les bonnes étapes par rapport à leurs organismes subventionnaires respectifs. Ensuite, au niveau du partenariat, donc pour former un consortium de projets, il faut qu'il y ait au moins 3 entités légales indépendantes, je vais vous expliquer c'est quoi dans 2 secondes, de 3 pays différents. Et parmi ces 3 pays-là, il doit y en avoir au moins 2 qui sont membres de l'Union européenne ou qui sont des pays associés éligibles au cofinancement par la Commission européenne. Ce n'est pas le cas du Québec. Donc, dans votre cas, il faut absolument que vous trouviez au moins 2 pays de l'Union européenne pour participer avec vous. Ça ne devrait pas être très, très difficile. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Si je prends par exemple le cas de la Suisse, a le même statut que le Québec. Mais il y a toujours possibilité aussi de former une équipe de 4 pour qu'il y ait 2 pays de l'Union européenne. Le nombre de 3 est un nombre minimal. Quand on parle d'entités légales indépendantes, en fait, je vais tout de suite changer de diapositive. En fait, on met ici la liste des entités légales, justement, qui peuvent appliquer au DUT, qui peuvent former un consortium international. On ne parle pas ici de chercheurs ou de chercheuses, mais on parle d'organisations de recherche. C'est-à-dire que techniquement, sur la plateforme de dépôt, il faut entrer le nom de l'université pour laquelle vous travaillez. Et donc, vous allez être le chercheur de l'université qui représente l'université au sein d'un consortium. Mais techniquement, c'est l'université qui pose sa candidature. Donc, l'Université Laval, par exemple, l'Université de Montréal, etc. Dans le contexte de DUT, les projets peuvent être des projets de recherche, peuvent être aussi des projets d'innovation. Et donc, c'est pour ça que le DUT permet aussi à des autorités gouvernementales urbaines, à des compagnies, à des personnes des milieux culturels, à des représentants de consommateurs ou de la société civile de poser leur candidature. Par contre, et là, ici, désolé, j'ai oublié de traduire ce petit encadré. Franchement, désolé. Mais grosso modo, ce que ça dit, c'est que les organismes subventionnaires de chaque pays ont leurs propres règles. On va le voir dans pas très, très longtemps, mais dans le cas du FRQSC, du FRQNT, on demande que le projet soit un projet de recherche
ou un projet de recherche appliqué effectué sans objectifs commerciaux. Donc, vous ne pourriez pas, par exemple, avoir un projet d'innovation. Ça ne serait pas financé dans le cadre du FRQNT, du FRQSC. C'est très important de savoir ça. Donc, dans notre cas, il y a seulement une organisation de recherche qui peut poser sa candidature, donc une université. D'accord. Par la suite, d'autres critères d'admissibilité au Québec. Donc, l'équipe minimale du Québec doit compter au moins 2 chercheurs ou chercheuses, qu'on va appeler les personnes co-candidates dans notre formulaire. Et parmi ces 2 personnes-là, il doit y avoir absolument une personne qui fait ses recherches dans les domaines du FRQNT et l'autre qui fait ses recherches dans les domaines du FRQSC. Donc, il faut conjuguer ici, dans l'esprit de ce programme-là, les forces des 2 grands domaines. Les 2 personnes co-candidates doivent respecter les critères d'admissibilité des FRQ et répondre au statut de chercheur universitaire, chercheur ou chercheuse universitaire, donc le statut 1 des règles générales communes. Donc, on va venir plus tard là, pour les chercheurs de collège qui peuvent être co-chercheurs. Et finalement, l'équipe québécoise doit, bien entendu, faire partie d'une équipe internationale qui a déposé une demande au DUT. Pour les co-chercheurs et les co-chercheuses, on peut avoir du statut 1, donc chercheur ou chercheuse universitaire. On peut avoir aussi du statut 3, donc chercheur ou chercheuse de collège ou de CCTT, par exemple. Et finalement, on peut avoir des co-chercheurs qui viennent de milieux de pratique, donc ce qu'on appelle, selon les RGC, le statut 4C. La raison pour ça, c'est que le DUT exige que dans le consortium international, il y ait au moins une personne qui représente un gouvernement municipal. Et donc, ces personnes-là vont être considérées comme des personnes des milieux de pratique. Vous n'êtes pas obligé que cette personne-là soit au Québec nécessairement. Ça peut, si vous avez une collaboration, par exemple, en France et en Grèce, ça peut être une municipalité en Grèce qui participe. C'est valide pour le DUT. Mais si vous décidez que c'est une personne, par exemple, de la ville de Québec qui va participer, alors là, vous pouvez l'inscrire dans le formulaire FRQNet aussi en tant que statut 4. Ces personnes-là n'auront pas le droit de gérer le financement qui provient des FRQ, mais ils vont avoir le droit à certains remboursements sur présentation de factures en lien avec les activités de recherche financées. Pour les détails, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Sinon, tout est dans les règles générales communes. Mais donc, c'est juste question de vous dire que c'est permis d'avoir une personne des milieux de pratique. On pense ici à une personne qui viendrait des municipalités. Le financement offert par les 2 fonds de recherche. Alors, conjointement, on offre 1,8 million dans le cadre de ce projet-là. Donc, un maximum de 100 000 $ par année par projet pour une durée maximale de 3 ans pour la partie québécoise de l'équipe. Donc, c'est-à-dire que chaque chercheur ou chercheuse du Québec qui applique peut aller chercher jusqu'à 300 000 $ pour le projet. Les frais indirects de recherche sont versés en sus de ce montant aux universités. Et finalement, vos partenaires des autres organismes subventionnaires de d'autres pays vont recevoir leur propre financement. À ce moment-ci, je ne peux pas vous dire combien parce que chaque organisme subventionnaire a un budget différent et subventionne ses projets à des montants différents, variables. Donc, ça, va falloir voir avec vos partenaires là, jusqu'à quel montant ils peuvent se faire financer. Finalement, comment poser sa candidature? Au FRQ, il faut aller dans le système FRQNet, dans le fonds Société Culture, même si c'est un projet des 2 fonds, Nature et Technologie et Société Culture. C'est le fonds Société Culture qui en est le gestionnaire, alors c'est nous qui gérons l'appel. Et donc, dans les concours disponibles, subventions de recherche, il y a le programme Appel transnational sur la transition urbaine, la pré-demande que vous devez remplir.
pour le 21 novembre, 16 heures. Maintenant, au DUT, c'est l'organisme fonctionnaire de la Roumanie qui a prêté sa plateforme. Vous allez pouvoir retrouver le lien sur la page web de l'appel. Grosso modo, ça s'appelle UDI Manager. Et c'est quand même assez facile d'utilisation. Je ne rentrerai pas dans tous les détails aujourd'hui, mais si vous avez des questions sur le fonctionnement de cette plateforme-là, vous pouvez m'écrire ou m'appeler. Il n'y a pas de problème. Je vais aider du mieux que je peux à utiliser cette plateforme-là. Je vais terminer en vous donnant quelques dates importantes. Donc, l'ouverture du concours était le 1er septembre, donc c'est ouvert en ce moment. Il y a eu une première séance d'information le 12 septembre, la semaine dernière. C'était très tôt le matin pour nous, hein, c'était à 4 heures du matin pour le Québec, mais la séance a été enregistrée et elle devrait être en ligne sur le site du DUT. Peu. Je ne sais pas exactement quand, mais on m'a dit que ce serait disponible. Sinon, il y aura une deuxième séance d'information le 10 octobre avec de brèves présentations de projets. Dans les deux cas, les sessions d'information, les séances d'information sont en anglais uniquement parce qu'on parle ici là, de chercheurs de plus de 27 pays qui parlent plusieurs langues. Donc, le concours a décidé que l'anglais était la langue commune. Autre date très importante, le 21 novembre. Donc, à 13 heures, heure centrale d'Europe, c'est la fermeture de la première étape. Donc, c'est le plus tard que vous pouvez déposer votre pré-demande au DUT. Moi, je vous suggère fortement d'ouvrir un formulaire DUT très tôt pour bien le comprendre et être bien certain de tout remplir toutes les informations comme il faut. Sinon, pour le formulaire FRQNet, c'est aussi le 21 novembre, mais à 16 heures, heure du Québec. Finalement, pour que vous le sachiez, on va faire l'admissibilité en décembre. Les comités d'évaluation ont lieu en février 2024 et l'ouverture de la deuxième étape pour soumettre une demande complète va avoir lieu en février 2024. Cette deuxième étape va se fermer le 30 avril 2024. 13 heures, heure centrale d'Europe. Et finalement, le processus d'évaluation va avoir lieu en juin 2024 et les annonces devraient être faites en juillet 2024. Donc, pour un début des projets, pardon ici là, pour la petite faute de frappe, en septembre et non pas en septembre. Donc, devrait débuter quelque part à l'automne 2024 finalement. Alors voilà, ça c'est pour les grandes lignes de l'appel. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à lire le texte de l'appel DUT lui-même, qui est en anglais, sur le site du DUT. Sinon, le FRQ a aussi ses propres règles en ligne où on reprend la majorité des conditions et des critères qui sont dans l'appel DUT. Et donc, ce que vous devez faire comme suivi si jamais vous obtenez un financement est aussi décrit dans les règles des FRQ par rapport à ce concours-là. Ou sinon, vous pouvez m'écrire laurent.corbeil@frq.gouv.qc.ca. Ça fera plaisir de répondre à vos questions et au besoin de planifier une visioconférence. Ce sera tout pour la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre présence et j'espère que vous allez poser vos candidatures en grand nombre et bonne chance.